Aujourd'hui à Jeanne Culture, on rencontre des passionnés d'animaux. Ouais! Stop, stop. Waka. Nancy Guérin, vous êtes éleveuse de bergers australiens. Vous nous recevez sur votre ferme à Port-Neuf aujourd'hui. D'abord, c'est assez rare des éleveuses de bergers australiens, particulièrement. C'est un chien de troupeau. Oui, Il y a des moutons aussi dans le champ. oui. Votre passion pour l'élevage, c'est parti comment? Et mon Dieu, toute jeune, je désirais élever des chiens, mais à ce moment-là, j'avais pas de race précise. C'est venu plus tard, là, en regardant un petit peu, en cherchant pour m'acheter un chien pour faire de l'obéissance. J'ai découvert un éleveur de bergers australiens, puis il me semble que c'était la race qui me convenait. Je tombais en amour tout de suite avec cette race-là, mais sans vraiment la connaître en profondeur. Hein. J'ai aimé la grosseur, le look. Je voulais un chien qui bouge, un chien intense. Je voulais un chien de berger. Je voulais... Puis il répondait à ça, à prime abord, là, juste... Par la suite, j'ai découvert la race plus en profondeur, puis j'ai vu que les bergers australiens pouvaient être des bons chiens de berger. Alors, j'ai été suivre des formations aux États-Unis par des professeurs de là-bas pour apprendre comment conduire un troupeau avec un chien. Ici, je n'étais pas capable de trouver des professeurs qui voulaient m'enseigner. Alors, je me suis tournée vers les États-Unis, puis là, j'ai trouvé des gens prêts à m'aider pour apprendre. J'ai été suivre des formations là, pendant environ... Tout le long de ma carrière, en fait, pendant 18 ans, à chaque année, j'allais suivre des séminaires, des cliniques avec des personnes de là-bas, différents professeurs. Là. J'ai fait aussi beaucoup de compétitions là-bas, dans l'association ASCA. C'est quel genre de compétition? Ce sont des compétitions sur 3 types de bétail, sur des canards, ou ça peut être des oies, sur des bœufs et sur des moutons. On a des parcours précis à effectuer avec le bétail. C'est sûr qu'avec les canards, c'est dans des enclos beaucoup plus petits, mais c'est ça, c'est adapté à chaque espèce. Là. Quand c'est du bœuf, bien, c'est adapté pour le bœuf. Puis donc, c'est vraiment utilitaire. Il y a des compétitions, mais c'est aussi un chien très utile sur une ferme. Bien, d'ailleurs, les compétitions sont supposées représenter ce que le chien peut faire comme travail. C'est ça, parce que c'est un partenaire de travail. Quand on était sur une ferme avec ce type de chien-là, c'est notre collègue de travail. Là. Ah oui. Et ici, ça c'est pas long quand il rentre les moutons, le chien. Oui, il faut vraiment faire équipe. Il faut apprendre à notre chien des mots auxquels il va répondre. Il faut vraiment associer des mots avec des actions. Puis ça se fait pendant les premiers mois là, de dressage du chien. Par la suite, on peaufine, on améliore notre association avec notre chien. Là, notre équipe là, devient plus soudée avec les années. À quel âge on commence à les former? Ah, c'est sûr que je fais toute une préparation à mes jeunes chiens que je décide de garder là, pour amener en compétition ou utiliser ici à la ferme. Quand ils sont très jeunes, je les mets en présence de canards pour qu'ils développent le désir de les faire bouger, de les contrôler, de les contourner. Puis plus tard, je les mets avec des agnelles pour qu'ils développent leur instinct puis qu'ils n'aient pas peur des moutons. Les agnelles, ils vont avoir peur du chiot. Tandis que des femelles, des brebis adultes ou des mâles pourraient faire mal aux jeunes chiots. Alors, je mets toujours mes chiots en présence d'animaux qui ne sont pas dangereux pour lui. Stop, couche. Couche. Quoi? Puis un entraînement pour un chien comme celui-là, est-ce que c'est à chaque jour? Vous devez aller l'entraîner avec des bêtes? Comment ça fonctionne? Tout dépend. Mais moi, déjà, ici, j'ai des animaux. Alors, c'est certain qu'un de mes chiens, c'est certain, va travailler à chaque jour parce que je sors mes animaux, je les rentre. Oui, pour la ferme, pour vraiment votre utilité à vous aussi. Oui, mais j'ai travaillé aussi pour des personnes. Une personne ici dans le comté qui a une ferme laitière, ovine et caprine. J'ai travaillé pour lui pendant 4 ans pour faire des traites. Je faisais la traite du soir pour lui.
je travaillais avec Barbara. C'est elle qui m'amenait les groupes. J'avais à peu près 130 animaux à traire. Et elle m'amenait des groupes un après l'autre. Puis moi, je faisais la traite. C'est elle qui allait me chercher les animaux, qui sortait les animaux, qui rentrait les animaux. Sans elle, Ça aurait été beaucoup plus long. ça aurait été plus difficile, Oui, c'est c'est certain. ça. Oui. Parce qu'on l'a vu travailler, puis c'est très impressionnant, ça va vraiment vite. Donc, vous êtes dans une super équipe. En terminant, Nancy, quel type de compétition vous avez gagné comme éleveuse? Ah mon Dieu, j'ai des centaines de rubans là, en ce moment. J'en ai plein à la maison. Ah oui, Parce OK. que là, mais Avec ce chien-là particulièrement? oui. C'est Barbara, c'est le chien C'est une de qui a mes meilleures OK. chiennes que je l'ai produit en plus. Je suis pas mal fière d'elle. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire un beau parcours, le mieux que je puisse faire. OK? Où je suis rendue, puis où mon chien est rendu. Je n'essaie pas d'arriver première. Je veux faire un parcours bien fait, dans le respect du bétail, puis de mon chien, puis des règlements aussi du concours. Puis quand je réussis à être première, ben, je suis contente, mais j'essaie de faire du bon travail. Puis c'est sûr que j'ai gagné à différents niveaux, là, parce que chaque chien, hein, je le présente au niveau novice, au niveau intermédiaire, puis au niveau avancé, chaque chien. Alors, dépendamment où mon chien est rendu, je vais compétitionner en niveau novice, sur les canards, les moutons, les bœufs. Donc, sur chaque animal. Ensuite, en niveau intermédiaire, où là, les distances sont plus grandes, les enjeux sont plus difficiles, là. Puis par la suite, au niveau avancé, où là, le chien conduit les animaux seul là, dans la majorité du parcours. C'est tout qu'un univers, en tout cas, que vous nous avez fait découvrir. Merci beaucoup, Nancy. Bienvenue, ça me fait plaisir. Ce n'est pas d'hier que les animaux font partie de la vie des humains, soit pour leur rendre service ou soit pour leur tenir compagnie. Bien avant que les Français n'arrivent sur le territoire, les Premières Nations ont des animaux à leur côté. Les fouilles faites sur le site Masson à Deschambault lors de la construction de l'autoroute 40 dans les années 80 en témoignent. Dans le manuscrit Histoire naturelle des Indes occidentales, le père Louis-Nicolas, un jésuite vivant parmi les Algonquiens en 1685, écrit que les Autochtones font différentes expériences afin d'apprivoiser les animaux sauvages sans réussir à les domestiquer. Des ratons laveurs, des loutres et des oursons suivent leurs maîtres sans toutefois les aider. Par contre, les chiens sont indispensables. Un chasseur en a 7 ou 8 pour traquer l'orignal, particulièrement lorsque la croûte de neige permet de supporter le chien tandis que la proie cale. En été, il force les cervidés à sortir du bois et à s'exposer aux chasseurs. Les chiens sont également utilisés pour repérer les caches d'ours, le mouvement des castors et rapporter la sauvagine. Pour ce qui est des colons français, les animaux d'élevage sont rares et importés de la Nouvelle-France jusqu'à la fin du 17e siècle. Dès le début du 18e siècle, la situation s'améliore et la majorité d'entre eux possèdent plusieurs porcs, la base de leur alimentation, des moutons et des bêtes à cornes. Ces dernières sont nombreuses car elles remplacent souvent le cheval comme animal de trait, qui lui est trop coûteux pour le paysan moyen. Nancy Germain, tu nous reçois aujourd'hui dans ton champ, à côté des merveilleux ânes qui nous accompagnent pour l'entrevue. Tu es fondatrice de l'halte L'État d'âne à Saint-Alban. D'abord, bon, qu'est-ce que c'est cette halte et cette passion pour cet animal assez rare au Québec quand même? Eh bien, tout ça a démarré en 2013, quand j'ai vu que les étoiles s'alignent. J'avais jamais côtoyé un âne de ma vie. J'avais juste vu Winnie the Pooh et Bourriquet, c'est tout. Ouais. Et j'avais une jument à ce moment-là. Et je voulais pas qu'elle reste seule. J'avais pas les connaissances assez poussées pour avoir 2 chevaux. Et est arrivé, faire une histoire courte, mon petit boubou, mon premier âne, sur ma route, où est-ce que les gens m'ont fléchi. Il y a eu un contact inexplicable, il y a eu un coup de foudre inexplicable avec les ânes, leur nature, leur côté paisible, leur côté si affectueux, qui m'a fait fondre. Il est arrivé en décembre 2013 et en janvier 2014, j'ai accueilli Claude, mon plus pâle là-bas, qui lui est un sauvetage au niveau, lui s'en allait à l'abattoir, etc. Et j'ai vu la grosse différence lorsqu'il est arrivé ici avec Boubou, ça s'est mis à jouer, jouer, jouer. Et ma passion toujours de grandir, grandir. Et là, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, faut que je partage ça. C'est comme si mon cœur était tellement rendu plein d'eux
que je me dis, je peux pas garder ça pour moi, ça se peut pas, là, il faut que je les fasse connaître. Et ce qu'on connaissait de l'âne, ben c'est souvent des expressions qui étaient pas cute, souvent ridiculisées. Je dirais même souvent l'enfant pauvre du cheval. Bien, au Québec, on ne se le cachera pas, il y en a pas beaucoup. Moi, quand j'ai accueilli mon premier âne, ben, je me suis inscrite à des réseaux sociaux en lien avec les ânes, mais ça venait tous de la France. Après, j'ai eu un contact parce qu'un âne qui vit toujours à la belle chaleur, c'est une chose, mais ici, avec nos hivers québécois, et là, j'ai découvert un autre endroit dans le coin de Gatineau, un monsieur qui, dans ce temps-là, était refuge pour ânes. Alors, qui avait élaboré un document que j'ai acheté pour en savoir plus. Mais tu sais, c'est depuis 2013 et je continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de lire parce que même au niveau du corps vétérinaire, eux aussi, c'est nouveau, là, c'est exotique, il n'y en a pas beaucoup. Puis on ne se le cachera pas, le petit peu qu'il y a, ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont soignés de façon systématique, au même suivi qu'on donnerait à un cheval, exemple, alors qu'ils en ont besoin aussi. Fait qu'ils ne sont pas toujours mis en contact, nos vétérinaires, de façon aussi régulière avec les ânes qu'ils le seraient avec les chevaux. Et en 2000, là, je me rapprochais de ma retraite aussi. Fait que là, je me disais... Ça te donne une belle fenêtre pour faire autre chose? Oui, parce que j'avais pas encore la halte, c'était plus pour moi, mais j'avais des choses que j'enseigne. Et moi, je proviens du CIUS, Réseau déficience intellectuelle, puis je me disais, en France, je voyais ce qu'ils faisaient avec les ânes, la zinothérapie, au même titre que l'équithérapie ici au Québec avec les chevaux, eux le font avec les ânes. Tu sais, dans le cadre d'un plan d'intervention, ça pourrait être intéressant, mais bon, c'était des choses que je lançais à l'univers. En 2019, j'ai perdu mon premier âne, mon boubou. Et là, je me suis dit, en son nom, pour lui, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'inscrive. Je savais que ma retraite s'en est 2 ans plus tard. Et de là, j'ai commencé à songer à la halte. Et encore là, j'ai eu une chance inouïe d'avoir eu des gens, entre autres, dans le milieu aussi de l'équithérapie, mais qui aiment assez les ânes pour m'avoir demandé si c'est Agri-Répi, en fait, à Deschambault, qui, avec sa clientèle, vient passer quelques heures durant les camps ici pour justement ce que moi j'avais visualisé des années avant. C'est arrivé comme ça. Fait que je me dis, avec eux, je suis encore plus en mesure de voir, là, visuellement, concrètement, vraiment que c'est pas juste moi qui ai une lubie à un moment donné qui m'a touchée, mais qu'effectivement, ils font du bien aux gens. Il y a des choses magiques qui se produisent. On dirait que l'humain parce que pour la COVID, tant mieux, j'ai gardé le volet bulle familiale. Fait que je ne veux pas mélanger les visites. Donc, souvent, c'est une famille ou vraiment des gens qui se connaissent. Et là, il se crée des liens, autant de la part d'un de mes garçons, je les appelle, c'est tous des garçons, qui vont aller vers un en particulier, puis ça se fait naturellement. Tu sais, je dirais pas, ben, j'ose un peu avec l'humain, donc, OK, toi, tu as ce tempérament-là, tu dirais, non, c'est pas comme ça que ça se produit avec les ânes. C'est comme un match. Il y a quelque chose de naturel qui se fait. Exemple, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Caléo, mon plus jeune, qui a 2 ans, qui des fois plus jeune, on pourrait dire, ouf, il va arriver comment? Écoute, le petit garçon, il était haut comme ça, un petit garçon à peu près de 9-10 ans, c'était de toute beauté. Toute beauté, tout s'est fait dans la douceur. C'est sûr que moi, j'avise les jeunes enfants de rester quand même calmes parce que c'est des animaux calmes. Alors, je veux pas je veux que quand on entre dans leur environnement, dans leur espace. Ils sont généreux d'eux-mêmes, affectueux, mais il faut les respecter aussi. Fait que les enfants restent calmes et là, ils se créent des moments magiques, comme avec ce petit garçon-là, il y a une dizaine de jours où Caléo était collé à sa joue, puis ça restait comme ça, là. C'est ça, donc il y a des contacts comme ça qui sont magiques, qui se produisent et bien, on invite les gens à venir découvrir cet animal-là aussi avec toi parce qu'il y a toute une connaissance que tu partages aux visiteurs aussi. L'historique de l'âne, d'où ça vient, selon les races, le tempérament que ça a. Oui, il y a beaucoup de choses à partager, là. Oui. Et c'est un animal à découvrir. Merci beaucoup, Nancy. Ça m'a fait plaisir.